Bonjour et bienvenue dans le numéro 41 de Jaf ta mère avec Stéphane depuis le Périgord libre pour une émission, la partie numéro 2 consacrée à Gérard Poussin, auteur prolifique qui a marqué son environnement et l'inventeur, comme vous allez l'entendre, des points rencontres médiatisés. Très grand rendez-vous pour le vendredi 5 février avec Pierre Jovanovic, écrivain à succès, journaliste, directeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres, qui nous présentera l'affaire Epstein via le livre qu'il vient de publier sur le sujet. Nous allons tout de suite nous consacrer à cet entretien avec le Covid qui a touché la radio RLP, mais nous serons toujours là. À bientôt, c'est après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Puisque, effectivement, nous nous rendons compte qu'en cas de séparation, l'enfant est concerné, il trouve des répercussions, que ce soit ce sentiment d'attache de soi, cette perte des repères, cette difficulté à se construire dans un environnement qui s'est un peu déstructuré. Comment fait-on? Avez-vous des conseils à donner, parce que je crois que vous êtes aussi un praticien, aux parents qui souhaitent gérer leurs enfants le mieux possible durant une séparation, éventuellement conflictuelle? Quand on est parent, comment est-ce qu'il faut qu'on s'adresse à nos enfants pour leur bien? Quelles sont vos directives principales, vos avis? Alors j'ai pas de directive. Moi je pense d'abord, je pense pas qu'il faille donner de directive. La seule chose que je peux dire dans ce domaine, c'est si entre parents j'en ai plein, j'ai des familles comme ça, des gens qui sont venus me voir en me disant voilà, on va se séparer, ben on voudrait que ça se passe le moins mal possible pour nos enfants, et donc on voudrait en discuter avec vous, voir comment. Et à ce moment-là, je prenais, parce que vous comprenez, on peut pas appliquer des choses de manière comme ça générale. Il faut le faire en connaissant la situation particulière de la famille, leur histoire, etc. Bien sûr, et peut-être qu'en 20 ou 30 ans, vous avez vu des tendances quand même. Moi, ce qui me paraît important, c'est ça, c'est que c'est cette attitude-là, c'est-à-dire l'idée, comment on va faire pour faire en sorte que nos enfants supportent le mieux possible, les supportent le mieux, en travaillant ensemble, parents, en travaillant ensemble, père et mère, pour que, au-delà de notre séparation, ces enfants puissent se développer le mieux possible. Voilà, c'est la première chose, c'est ça. Alors, donc la volonté des parents de préserver leur enfant. Voilà, c'est la première des choses. La deuxième chose, on peut dire, c'est on arrive ça va, on a trouvé les moyens de le faire, ça se passe bien. Bon, pas de problème. Ou alors, on a des désaccords qui subsistent, on n'y arrive pas, on se pose des questions, on a entendu dire que ceci, on a entendu dire que cela, on a lu des bouquins qui sont contradictoires, etc. À ce moment-là, on va voir quelqu'un. Alors quelqu'un, ça peut être pas comme mon cas, un psychologue, mais ça peut être aussi un médiateur familial, on en parlait tout à l'heure, et c'est une excellente démarche que d'aller voir un médiateur familial. Alors, je dirais que, effectivement, on pourrait me poser la question, oui, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt choisir un psychologue ou plutôt un médiateur familial? Je dirais que le terme même de médiateur familial indique qu'il y a quand même des désaccords relativement profonds, puisqu'on parle de médiation. On a besoin vraiment d'être et donc si on a des désaccords vraiment profonds, il vaut mieux aller voir un médiateur. Si c'est simplement qu'on se pose des questions et qu'on voudra avoir l'avis d'un spécialiste, notamment de l'enfant, on va voir un psychologue. Voilà. Mais voilà. Et on peut aussi n'aller voir personne. C'est pas, je prêche pas pour ma profession. Simplement,
si on pense si on voit que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de raison qu'on aille voir quelqu'un, oui, on peut aussi très bien... Ça se passe bien, ils n'ont pas besoin de nous. Nous voilà. sommes là parce que nous avons constaté qu'il y a un problème. Voilà. Il y a même des problèmes très graves quand ça se passe mal. Au niveau des statistiques, au niveau des témoignages, quand ça se passe oui, mal, il y a quand même, 50%. Oui, il y a quand même 50% qui se passe mal. Hein. Et aujourd'hui en France, nous gérons extrêmement mal les séparations qui se passent mal, disons-le. Alors, quand c'est comme ça que vous êtes, vous cherchez le bien de votre enfant et que vous êtes confronté à des situations extrêmement compliquées, comment fait-on pour le préserver lorsqu'on n'y a quasiment plus accès, par exemple, lorsqu'il est instrumentalisé, qu'il est éloigné ou qu'il commence à dire des bêtises? Comment est-ce qu'il faut agir? Alors là, moi, je suis un des parents qui sont. Alors le problème, c'est qu'il y a si vous voulez, il y a un déséquilibre souvent entre un parent qui a réussi à imposer un peu son point de vue, à obtenir une résidence principale et qui n'arrive pas à voir son enfant ou qui, quand il le voit, s'aperçoit que l'enfant tient des propos un peu étranges, qu'il a des attitudes inquiétantes. Alors là, je pense que il faut conseiller à ce parent d'aller voir un psychologue. C'est vraiment absolument indispensable. On peut pas, je crois, dans une situation comme celle-là, on peut pas s'en sortir tout seul. Là, par contre, je dirais non, il faut vraiment voir quelqu'un. C'est pas votre voisin de palier, c'est pas votre copain de boulot, c'est pas là, il faut vraiment voir un psychologue. Comment sait-on si son enfant a besoin d'être suivi? Et s'il a besoin d'être suivi par un psychologue ou un thérapeute, comment faire en sorte pour que plus tard, justement, il n'ait plus besoin d'être suivi? Alors, la première chose, c'est d'en parler avec l'enfant. D'accord. Alors, soit l'enfant va dire à ses parents, non, mais pour lui voir un psychologue, le psychologue c'est pour les fous, etc. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, le mieux c'est d'appeler un psychologue et lui demander à le voir. Moi ça m'arrive, je vois des parents. En parler, comment est-ce qu'on se rend compte qu'il en a besoin? Voilà. Il y a plein de choses. On va pas envoyer chez le psychologue des gens qui vont. Là, je vais pas rentrer dans les détails de tous les symptômes qui permettent de dire qu'un enfant a besoin d'avoir un psychologue. Je pense que là, les parents d'ailleurs s'aperçoivent bien que l'enfant exprime une difficulté, une souffrance, et que il a effectivement il y a vraiment un problème à traiter. Donc la première des choses, c'est d'en parler avec l'enfant. Encore une fois, s'il est d'accord, a priori, donc il n'y a pas de problème. C'est quand même souvent le cas. Et donc on prend rendez-vous tout simplement avec quelqu'un. S'il n'est pas d'accord, faut pas le forcer. Faut pas lui dire mais si tu vas venir on va prendre rendez-vous avec un psychologue, puis tu vas aller ou avec un psychiatre, et puis tu vas aller avec nous chez le psychologue. Non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je pense qu'il faut d'abord, puisque l'enfant a l'air réticent, en discuter avec le professionnel. Voir avec ce professionnel ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il pense des symptômes de l'enfant. Mon enfant ne travaille plus à l'école, il devient menteur, il est bagarreur, et là il fait des cauchemars, il fait des ce genre de choses. Voilà. J'ai trouvé j'ai trouvé des choses cachées, des dessins absolument horribles qu'il fait sans les montrer à d'autres. Ce genre de choses en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour donner des exemples concrets à ceux qui nous écoutent et qui savent pas comment réagir par rapport à des symptômes qui doivent venir. D'accord. Tout à fait ça. Et donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de dire aussi à l'enfant, écoute, tu veux pas venir, d'accord, mais nous, tes parents, on est en difficulté, on n'y arrive pas. On va voir quelqu'un, soit mais on prévient, on y va pour parler de toi. Donc, soit tu viens pour donner ton point de vue, soit tu décides de pas venir, mais le gars, il n'entendra pas le tien de point de vue. On va parler de toi quand même. C'est un peu bête. Voilà. Oui, je comprends, c'est une bonne approche. Hein. Voilà, on te donne le choix, mais si tu viens pas, tu viens pas. Ça rate jamais, quand les parents ils reviennent du premier rendez-vous chez le psy,
le gamin il dit alors qu'est-ce qu'il vous a dit Ah ben écoute, si tu veux le savoir, tu prends rendez-vous avec lui, ou enfin si tu veux on peut prendre rendez-vous pour toi, mais nous c'est à nous qu'il a donné les conseils, donc voilà. Mais si toi tu veux le voir, voilà. Mais j'en ai vu des enfants comme ça, hein, qui venaient alors que j'avais vu d'abord les parents. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. En gros, simplement, en parler avec l'enfant. S'il n'y a pas de réticence de sa part, ben c'est pas compliqué. S'il y en a, ben je viens d'expliquer tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Et donc on fait comment? À quel moment sait-on que l'enfant n'a plus besoin? C'est le praticien qui nous dit que l'enfant va bien, ça s'arrête, c'est pas à vie ce genre de choses. Ah ben j'espère que c'est pas à vie. Moi je suis pour les prises en charge courtes, hein, d'ailleurs. Hein, je trouve que bon, cela dit, bon, je dis ça, mais il vient de voir un garçon là qui a 17 ans et la première fois il est vu, je crois qu'il en avait 11 ou 12, donc voilà, mais c'est une exception quand même. Hein. Mais bon, c'est un garçon. C'est peut-être un besoin, vous êtes peut-être il y a vraiment beaucoup de difficultés. Mais sinon, très souvent, je vois les enfants 3-4 fois, parce que la plupart du temps sont des choses relativement légères. Hein. Voilà. Voilà, des phobies, des choses. Encore que les phobies scolaires puisque je parle de phobies, sont plutôt des phobies difficiles à travailler. Bref, mais j'essaie de répondre à votre question. Quand doit-on s'arrêter? Eh bien, à partir du moment où l'enfant estime que il n'a plus très besoin, mais on en discute. Moi, je demande toujours aux enfants, je dis, qu'est-ce que t'en penses là? Est-ce que tu crois que c'est encore utile qu'on se voit? Est-ce que très souvent ils me disent ce serait pas mal qu'on se revoie dans un mois pour faire le point, voilà. Et puis on se revoit dans un mois. Non, ça continue à aller bien. Bon écoute, ça va. Si jamais il y a un problème, tu me téléphones et puis pour l'instant on s'arrête là. Voilà, c'est très simple, hein. C'est pas des choses hyper complexes. Et bien sûr, il m'est arrivé très rarement, mais il m'est arrivé bien longtemps. Tu vois, je crois que là tu veux arrêter, mais il y a tel et tel problème. Moi, je trouve qu'il n'est pas résolu. Écoute, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais honnêtement, je crois que il faudrait quand même qu'on règle d'abord tel et tel problème. Voilà. Donc il peut arriver que je dise à l'enfant que son désir d'arrêter est peut-être pas une bonne idée, mais la plupart du temps c'est pas le cas. La plupart du temps, il y a un accord entre l'enfant et moi pour dire que oui, c'est le moment d'arrêter. Monsieur Poussin, vous m'avez dit que vous avez été expert auprès des tribunaux durant 10 ans. De quelle période à quelle période? Écoutez, c'était pendant 10 ans. Je crois que les dernières expertises, j'ai dû les faire il y a 3-4 ans. Donc on est en 2020, ça devait être en 2017, un truc comme ça. Et donc j'ai dû commencer vers 2007. Alors comment se fait-il, vous qui l'avez vu de l'intérieur, que tout ceci marche aussi mal? Je m'excuse, mais nous avons un regard, nous, très très noir sur le fonctionnement de la justice et malheureusement des experts de manière générale. Nous avons vu arriver un très grand nombre d'expertises. Moi, j'en ai vu passer une qui avait 65 erreurs dans son expertise. Les noms de famille n'étaient pas les bons, les dates n'étaient pas les bonnes, ça sentait des copier-coller, la personne n'avait rien compris du tout. Et malheureusement, le juge délègue beaucoup son avis sur les experts. Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui interviennent, que tout ça coûte aussi cher et que ça fonctionne aussi mal? Dites-moi. Alors, sur la question de l'expertise, d'abord, il y a très très peu de gens qui veulent faire des expertises. Moi, à l'époque où je les faisais, elles étaient très mal payées
Quand je suis parti, j'ai appris qu'ils avaient doublé le prix, mais je me suis dit, tiens, voilà, une expertise, expertise expertise psychologique avec juridictionnelle, c'est combien? Non, mais alors, attendez. Oui. Au pénal, on était payé 171 € pour une expertise. Je sais pas si vous voyez ce qu'on peut faire avec ça. Oui. Maintenant, c'est le double. Hein, c'est 350. Oui, mais à mon époque, c'était 171. Il n'y avait pas beaucoup de candidats. Après ça, c'était l'expertise au niveau pénal et l'expertise au civil, où sont principalement les JAF, quelquefois le JE, mais le JE ça peut être aussi du pénal, mais c'est aussi parfois de l'expertise. Alors c'est pas du civil, c'est un peu à part le JE. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des considérations juridiques complexes. Quand on est au familial, là c'est différent parce que c'est nous qui fixons le prix en fonction du temps qu'on a passé sur cette expertise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais, c'est-à-dire que je facturais le nombre d'heures que j'avais passées au prix où je facture mes heures de travail. Par exemple, pour ne rien vous cacher, ma séance d'une heure, c'est 45 €. Donc, si j'avais une expertise pour laquelle j'avais passer, je ne sais pas, 20 heures, c'était 20 multiplié par 45. C'est vrai que ça monte vite, hein. Mais il faut considérer que il y a le temps où on voit les gens. Moi, je faisais passer des tests. Il y a le temps de passation des tests. Il y a le temps de dépouillement des tests. Il y a le temps de rédaction du rapport qui est très long. Et donc, vous arrivez très très vite. Quand j'ai dit 20 heures, c'est vraiment une petite moyenne. Hein. 20 heures, je vais devoir dire que ça prend 6 ou 7 mois entre le moment où il est commandé et puis celui qu'il arrive, hein, au minimum. Hein. Alors oui, mais ça c'est aussi pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous on reçoit donc la demande du JAF, on a je crois un mois pour répondre oui ou non. Alors le JAF il va peut-être pas l'envoyer tout de suite, je sais pas le temps qui s'écoule entre la décision qui est prise dans son cabinet et l'envoi chez nous. Ah ça c'est une grande interrogation pour nous, ça. Comment est-ce qu'un rapport doit arriver au JAF tel jour et mettre 7 ou 8 jours pour arriver au bureau du greffe, et en mettre 15 ou 20 pour arriver chez l'avocat. Ça, on a beaucoup de mal à comprendre. Ah oui, alors là, je vais pas, non, mais, alors là, je vous arrête. Je vais pas vous expliquer ça, j'en sais rien. D'accord. Non, mais c'est pareil dans votre sens à vous aussi, je vois. Non, moi, je peux pas vous dire. Oui. Je peux pas vous expliquer pourquoi, si vous voulez, nous, une fois qu'on a, reçu cette demande du JAF, donc on a un certain temps pour y répondre, je sais pas le temps que met le JAF est-ce que le JAF, il faut qu'il regarde la liste des experts du tribunal, ceux qui sont sur la liste, et et si sur la liste il n'y a pas grand monde, ça va être un peu compliqué pour lui, parce qu'il sait qu'il a déjà confié un dossier à un tel, et puis qu'il a déjà confié un dossier à un tel, il reste plus grand monde, etc. Bon, bref, je me mets un peu à la place des JAF, j'imagine que ça va pas être facile. Ouais, en passant alors, ce qu'on appelait avant l'ONC ou un entretien, on a le document 10 jours plus tard, il y a marqué je mandate monsieur truc, on est là, on attend, parce que il y aura pas de décision définitive tant qu'on n'aura pas les expertises, et puis on sait qu'on sera tout dans un an en fait. Hein. Oui, mais alors, encore une fois, il y a le temps d'envoi, il y a le temps de réponse, il y a le temps ensuite de faire l'expertise elle-même, et il y a le temps de la rédiger. Et tout ça, effectivement, ça peut... et puis bon, nous on travaille, hein, on n'a pas que quand on est expert, on n'a pas que le système. Ouais. Non, mais on n'a pas que les expertises à faire. Un expert ne peut pas être que expert. C'est juste qu'on a parfois le sentiment que quand le document arrive, il s'est passé tellement de choses qu'il est obsolète parfois. Hein. Ça c'est possible. Mais toujours est-il que si vous voulez, j'ai par exemple, je sais pas combien de patients qui sont là, il va falloir que je coince une expertise qui dure au minimum 2 heures et plusieurs fois 2 heures, et il va falloir que je trouve des créneaux
Et donc du coup, quand je vais appeler, quand je vais envoyer un message aux parents pour leur dire voilà, j'ai été nommé expert, je vous propose de venir telle ou telle date, ben, effectivement, quelquefois, c'est dans 2 mois ou un truc comme ça. Ensuite, je les vois, ça dure environ 1 mois à voir tout le monde, et ensuite je rédige, et la rédaction elle me prend facile, je vais pas vous détailler toutes les opérations, mais elle me prend facile 2 mois, voire 3. Ensuite je renvoie au greffe, qui va renvoyer au JAF, etc. Et toutes ces opérations, évidemment, pendant ce temps-là, le temps passe. Moi, ça m'étonne pas effectivement que ça mette alors 1 an. À mon avis, il faudrait que vous regardiez sur les sites officiels, mais ça me paraît beaucoup quand même. Je pense que la moyenne est moins d'1 an. J'ai mon affaire, j'ai celle des autres. Quand on arrive dans une situation compliquée, les avocats se mettent à hurler « je veux comprendre », ils font des expertises, ils savent que tout va rester comme ça durant 1 an, et puis après les liens se distendent, hein, malheureusement. C'est ce qu'on constate nous sur le terrain. Hein. Oui, je vous dis pas le contraire. Enfin, j'essaye de vous expliquer non, mais de l'intérieur, partant des connaissances que j'ai, de mon expérience, pourquoi, à mon avis, effectivement, c'est pas si étonnant que ça dure quand même un certain temps. Hein. N'avez-vous pas l'impression, vous qui avez travaillé de l'intérieur, que parfois les avocats font durer les procédures au lieu de tenter à promouvoir la médiation? Est-ce que d'après vous, l'avocat n'est pas parfois un facteur de conflit? C'est sans doute le cas hein, pour certains avocats. Moi, j'ai vu des différences énormes entre avocats. Hein. C'est absolument flagrant. Vous avez des avocats qui manifestement cherchent à mais faut dire aussi que à la défense de certains avocats que les gens se passent les noms d'avocats et ils se les passent avec tu connais un avocat, moi je veux un type qui me défende hein, ils cherchent des avocats particulièrement je dirais teigneux voilà, excusez-moi du terme, et ben il les trouve. Et les avocats qui cherchent, et j'en connais, à être des vrais conseils, parce qu'un avocat c'est avant tout un conseil. Eh bien, ceux-là, eh ben ils ont pas bonne presse parce que cet avocat, oui, j'ai pas obtenu la résidence principale parce qu'il était cool et machin, et donc c'est le paradoxe, c'est que les avocats qui font vraiment un bon travail, ils ont plutôt moins bonne réputation que les teigneux. Voilà. Ah ouais, non mais je comprends. Donc, désolé de vous dire ça. Ce que nous on a vu de l'extérieur, c'est qu'en fait le système encourage le conflit et rend la médiation. Mais tout à fait. Difficile. Je dis toujours aux gens, si vous pouvez éviter de passer par la case juge, faites-le, parce que c'est une case qui est toujours mauvaise. D'ailleurs, malheureusement, je pense que les juges seraient d'accord. Lors d'un divorce, l'avocat est obligatoire. Et nous notons que des gens qui parfois étaient d'accord entre eux, une fois qu'ils avaient chacun leur avocat, malheureusement... Eh ben, ils sont plus d'accord, absolument. Absolument. Je suis bien... Oui. Mais je l'ai constaté, ça, oui, tout à fait. Alors parce qu'après on va déborder, je vais terminer par une dernière question. Est-ce que vous, dans le cadre de votre travail en tant qu'expert auprès des tribunaux, est-ce que vous avez constaté ou est-ce que vous pouvez confirmer ce que nous on voit de l'extérieur, c'est-à-dire une difficulté pour tout ce qui concerne l'égalité homme-femme? Est-ce que vraiment les deux parents sont traités de la même manière ou est-ce qu'il y a un parti pris qui soit idéologique ou par habitude ou désuétude envers l'un des deux parents? Alors, c'est très difficile de vous répondre parce que là, c'est vraiment une question qui est... en cas de désaccord, le père n'a jamais la garde. Hein, on est à, je crois, à 7 ou 8%. En cas de désaccord, on est à 7 ou 8% de droit de garde au père après expertise. Ça concerne les enfants qui sont adolescents
Ça comprend Oui, les enfants alors qui sont non, adolescents, mais attendez. déficients, donc Vous connaissez la réponse quand même. c'est pour ça. Moi, je demande l'avis d'expert qui a travaillé 10 ans pour la cour d'appel. Écoutez, la réponse, elle est dans les statistiques, c'est-à-dire que le nombre de pères qui demandent une résidence principale pour eux-mêmes est quand même très inférieur au nombre de mères qui demandent la résidence principale pour elles-mêmes. En revanche, la plupart des pères demandent des résidences alternées. D'accord. Est-ce qu'ils sont traités à égalité avec la demande de la mère? Est-ce que la demande du père a autant de poids que celle de la mère? Auprès de qui? Vous, en tant qu'expert, si vous êtes face à deux parents qui vont demander les deux à avoir la garde, allez-vous en privilégier un? Statistiquement, avez-vous donné autant d'avis favorables à droite qu'à gauche? Alors, statistiquement, j'en sais rien, parce que pour moi, ça ne dépend pas du genre. Mais mes décisions, mes recommandations plutôt, n'ont rien à voir avec le genre, mais ont à voir avec. Pour moi, c'est très simple. Si on peut faire une résidence alternée, c'est ce que je préconise. Si c'est pas possible pour X ou Y raison, ou simplement c'est pas demandé par les parents, je privilégie toujours le parent qui permettra le meilleur accès de l'autre parent à l'enfant. Voilà. Ça, c'est deux règles hyper simples. Après, il y a toutes les difficultés de chacun individuel. Non, parce que moi, de manière évidente, il y a des gens, si vous voulez, lorsqu'il y a un conflit familial, ils se posent pas cette question, et puis ils donnent à la mère, ils ne donnent jamais au papa, lorsque les parents sont pas d'accord, ils sont en train de se fâcher. Et c'est pour ça qu'on arrive à des pertes de liens absolument énormes. Je sais pas vous répondre là-dessus, parce que là, vous impliquez des gens que je connais pas, bien sûr. Je peux rien vous dire. Demander. Sachant que je ne perds pas de vue non plus que lorsque, et d'ailleurs on a un témoignage, j'essaie d'avoir une interview d'une maman là qui avait une garde de, comment dirais-je, de 2 week-ends par mois, c'est elle qui a perdu ses liens avec le temps. D'accord. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Monsieur Poussin, Gérard Poussin, donc vous êtes auteur, là j'en ai trouvé sur Amazon 8 de vos livres, je soupçonne qu'il y en a beaucoup plus que cela. Vous êtes actuellement enseigné dans les facultés de psychologie. Avez-vous une actualité? Nous préparez-vous un nouvel ouvrage ou des nouvelles conférences? Dites-nous. Non, je prépare pas de nouvel ouvrage, mais en revanche, je pense qu'il va y avoir un article que j'ai écrit qui va paraître dans un ouvrage qui est un ouvrage regard croisé sur l'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'il y a, dans ce ouvrage, il y aura des gens qui seront très qui expliquent que l'aliénation parentale n'existe pas, et des gens qui trouvent au contraire qu'elle existe et qu'il faudrait trouver une solution à ce problème. Voilà. Et donc je vais paraître dans cet ouvrage normalement. Je dis normalement parce que bon, j'ai pas encore la réponse des gens qui s'occupent de. C'est l'université de Lille, c'est un laboratoire de l'université de Lille qui est à l'origine de cet ouvrage. Voilà. Et vous rentrez, je crois, du Canada pour une conférence, vous m'aviez dit. Alors, je rentre pas du Canada. Non. Je suis intervenu à la conférence de l'ICSP à Vancouver, mais je suis intervenu par Internet. D'accord. Puisque c'était tout était en vidéoconférence à cause de la Covid. Mais sinon, effectivement, ça devait se dérouler à Vancouver. Oui. J'étais le seul Français d'ailleurs. J'étais très surpris de voir qu'il y avait un seul Français. Voilà. Et vous êtes donc disponible aussi pour des conférences. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, sur des sujets, vous avez des conférences prêtes ou c'est à la demande? J'ai une conférence samedi prochain, qui était prévue à Lyon, mais qui va sans doute être aussi en visioconférence, qui est une conférence sur les parents en haut conflit. D'accord. Il sera organisé par une association qui s'appelle l'AIFI. Très bien. Bon. Voilà.
Monsieur Poussin, merci beaucoup d'être venu nous voir Je sur vous en prie. RLP. Donc, rediffusion mercredi prochain à 16h, et puis ensuite le podcast sur YouTube. Bah écoutez, si vous avez quoi que ce soit, des messages à faire passer, une actualité, venez nous voir. Nous serons très heureux de vous donner la parole, et nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Très bien. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Papa.